Bonjour à tous. Donc, je suis médecin à Bordeaux. J'ai parlé maintenant des traitements des aplasies médulaires acquises. Et comme l'auditoire est probablement hétérogène en termes de niveau de DES, j'ai fait aussi des notions assez générales. Donc, l'aplasie médulaire, comme on vous l'a dit, c'est un diagnostic de pancytopénie à moelle pauvre qui nécessite d'exclure évidemment une myodysplasie ou une leucémie aiguë et dont le diagnostic repose aussi sur la biopsie ostéomédulaire pour mettre en évidence une hypocellularité, pour mettre aussi en évidence l'absence d'infiltrat pathologique et l'absence de fibrose réticulinique. Et dès lors qu'on a un diagnostic d'aplasie médulaire, comme on vous l'a dit avec les orateurs précédents, la question de la cause est au premier plan, à savoir, est-ce qu'on est face à une aplasie médulaire constitutionnelle ou acquise? Donc, Thierry et Jean vous l'ont dit, l'importance de l'interrogatoire et des numérations antérieures, de l'âge d'apparition, et puis éventuellement d'un syndrome dysmorphique ou d'un terrain consanguin. Pour les formes acquises, en fait, on distingue deux grandes catégories, la cause immunologique, qui peut donc être idiopathique, qui peut être liée à l'HPN, ou d'autres syndromes plus rares comme le syndrome hépatite aplasique à mentionné Thierry, les fasciites à éosinophiles ou les thymomes, et puis plus rarement, il y a les causes toxiques. Je fais un bref rappel sur la physiopathologie de l'aplasie médulaire, même si probablement que Flore va l'aborder. Vous voyez ici ces exemples de biopsie ostéomédulaire avec à gauche donc une BOM normale et à droite une moelle qui est vide avec du tissu adipeux. Et si on regarde cette étude d'un groupe japonais qui s'est intéressé, pardon, c'est le groupe du NIH qui s'est intéressé à des modèles d'aplasie médulaire chez la souris, on voit qu'il y a une perte de cellularité. Donc en bleu, c'est les cellules souches dans la moelle osseuse. Et au fur et à mesure de ce modèle, on voit apparaître à J10 et à J17 une perte de cellularité et un remplacement par des adipocytes qui sont en vert ici. L'autre élément important, c'est qu'il y a une destruction par le système immunitaire, on en a parlé tout à l'heure. Donc, normalement, vous avez ces cellules souches qui vont s'auto-renouveler et qui vont ensuite se différencier, donner naissance aux différentes cellules matures dans le sang périphérique. Et dans l'aplasie médulaire, il y a une activation immunitaire avec des lymphocytes T de profil CD8+, des profils de lymphocytes T CD4 TH1, TH17. Et puis aussi, ça a été bien démontré, il y a un défaut de tolérance périphérique avec des Treg qui sont déficients et qui vont ne pas jouer leur rôle suppresseur au niveau des populations autoréactives. Et donc, ces lymphocytes T vont agresser la cellule souche hématopoïétique de façon directe avec une cytotoxicité qui a déjà été démontrée, mais également de façon indirecte avec un phénomène cytokinique, notamment l'interféron gamma, est connu pour empêcher la cellule souche de travailler, de se renouveler, voire de se différencier. Et donc, il va y avoir une diminution en périphérie des éléments figurés du sang. Donc, au final, on l'aborde très rapidement. Le bilan à réaliser au diagnostic, c'est un hémogramme, des réticulocytes, un frottis, un clone HPN, et puis d'autres éléments qui vont nous guider vers un terrain. Donc, un bilan hépatique pour le syndrome hépatite aplasie, un bilan immunitaire pour savoir s'il y a un déficit immunitaire, un bilan viral parce qu'on a de façon ponctuelle, on peut avoir des pancytopénies liées à une primo-infection à parvo B19. Et puis, le typage HLA va servir aussi à la réflexion dans le choix du traitement. Et donc, le myélogramme, la cytogénétique et la BOM. La question du NGS, on verra tout à l'heure avec les diagnostics différentiels, n'est pas forcément recommandée dans tous les terrains, sauf si on suspecte notamment syndrome myélodysplasique. Donc justement, pour ces diagnostics différentiels, il y a notamment la notion de syndrome myélodysplasique à moelle pauvre. Il se présente au niveau cytologique avec de la dysplasie sur les lignées érythroblastiques, mégakaryocytaires, granuleuses. On peut voir un contingent blastique de faible pourcentage. On doit chercher des sidéroblastes. Et puis, parfois, on a des moelles pauvres qui nécessitent, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire une biopsie ostéomédulaire. On pourra retrouver de la fibrose réticulinique. Et donc, le groupe britannique avait fait un score qui a ensuite été complété par l'avènement, enfin, l'utilisation des panels NGS somatiques dont on a parlé et qui vont enrichir en fait cette probabilité de tomber sur un diagnostic de syndrome myélodysplasique à moelle pauvre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans ce graphe à gauche donc les aplasies médulaires, ici au milieu les MDS hypoplasiques et puis à droite les MDS classiques, donc normocellulaires ou hypercellulaires. Et on voit la différence, c'est que dans les aplasies médulaires, il y a moins d'anomalies génétiques et moins d'anomalies cytogénétiques. À l'extrême, on voit que dans les myélodysplasies normales ou classiques, on voit beaucoup plus d'anomalies cytogénétiques et somatiques. Et puis, de façon intermédiaire, on voit dans les hypoplasies médulaires, les myélodysplasies hypoplasies à moelle pauvre, des anomalies cytogénétiques qui sont un peu plus fréquentes. Donc, vraiment une dimension intermédiaire.
Et avec tous ces éléments, si on tient compte du nombre de blastes, de la fibrose, de la dysplasie, des sidéroblastes et donc de ces anomalies cytogénétiques et moléculaires, on peut définir donc des éléments de survie et qui sont assez bien corrélés. Donc, vous avez une myelodysplasie classique dont la survie est la plus mauvaise. Vous avez ensuite à l'opposé l'aplasie médulaire en vert qui a une très bonne survie avec un bon traitement, comme on va le voir après. Et puis, en tenant compte de ce score sur les myelodysplasies à moelle pauvre, on va distinguer celles qui sont de bons pronostics et qui vont rejoindre le pronostic des aplasies médulaires et celles qui ont un score défavorable et qui vont plutôt se rapprocher des myelodysplasies classiques. Finalement, sur ce bilan à réaliser au diagnostic, je vais passer rapidement. C'est le PNDS qu'a déjà mentionné Thierry. Et vous voyez vraiment l'importance des éléments qui sont marqués en haut. L'énumération antérieure, l'âge survenu, l'HPN, l'HBF et les anomalies cliniques. Maintenant qu'on a fait le diagnostic, il faut évaluer la sévérité de l'aplasie médulaire. Donc, les critères dits de Kamita ont été définis en 1998. Ils se reposent sur 3 critères, donc la numération plaquettaire, le seuil de 20 giga par litre. En deçà, donc c'est un critère de sévérité. Le nombre de réticulocytes, qui historiquement était à 20 giga par litre et qui a été étendu à 60 giga par litre pour les comptes de réticulocytes par automate, alors qu'avant c'était fait au frottis manuel. Et puis le seuil de 0,5 giga par litre de PN. Si vous avez 2 critères parmi les 3, c'est une aplasie médulaire sévère en association avec une hypocellularité à la BOM de moins de 30% pour l'âge. Et on définit les formes très sévères avec moins de 0,2 giga par litre de neutrophiles qui ont encore un pronostic plus sombre, notamment du fait des complications infectieuses, comme vous l'imaginez. Et de là, on va définir les indications thérapeutiques. Les patients qui ont une aplasie médulaire sévère ou très sévère ont une indication de traitement, on verra lesquelles après, et également les aplasies médulaires modérées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas les seuils de la forme sévère, mais qui ont des transfusions régulières qui pourront faire discuter un traitement. Donc, encore une fois, je fais référence au PNDS. On va dès lors se poser la question du traitement immunosuppresseur ou de la greffe de moelle. Et moi, je vais aborder que le traitement immunosuppresseur et Flore vous parlera après des greffes de moelle. Simplement, le choix va reposer sur l'âge et sur la présence d'un donneur familial identique ou pas. Donc, pour ce qui est du traitement immunosuppresseur, on va refaire un petit peu d'histoire. Alors, pourquoi on sait bien faire des traitements immunosuppresseurs? C'est parce que dans les années 70-80, des patients avaient bénéficié d'une greffe de moelle avec conditionnement immunosuppresseur. Et en fait, ils ont rejeté la greffe. Et on a vu que dans la suite, le suivi a montré qu'ils avaient amélioré, ils avaient corrigé leur cytopénie malgré qu'il n'y ait pas de greffe de moelle pérenne. Et donc, le groupe notamment américain s'est intéressé à l'utilisation du sérum antilymphocytaire pour essayer d'avoir des réponses sur l'aplasie médulaire en pensant donc qu'il y avait un contingent immunitaire autoréactif. Et ensuite, ça a été confirmé par les études biologiques chez l'homme et précliniques, donc sur la souris. Ensuite, il y a eu un deuxième progrès qui a été l'utilisation de la cyclosporine, puisque finalement, la cyclosporine, c'est arrivé dans l'histoire de la médecine dans les années 80. Et donc, il y a eu cet essai américain qui a comparé sérum antilymphocytaire de cheval avec corticoïdes, plus ou moins cyclosporine. Et on voit déjà des améliorations en termes de réponse globale. Vous avez les taux ici à 3 mois et à 6 mois. Et puis, une amélioration de la survie globale. Et ensuite, on s'est posé la question, comment optimiser le traitement? Est-ce qu'on utilise le sérum antilymphocytaire de cheval ou le sérum antilymphocytaire de lapin? Et c'est cette étude du NIH qui a été faite, publiée en 2011. Et vous voyez qu'on a un taux de réponse avec le sérum antilymphocytaire de cheval à 60% à 3 mois, qui s'améliore un petit peu à 6 mois à 68%, et qui est presque 2 fois plus que si on prend du sérum antilymphocytaire de lapin. Donc, c'est devenu depuis le traitement de référence. Donc, un patient qui a une aplasie médulaire sévère ou très sévère, qui n'a pas de donneur HLA identique familial, aura un traitement immunosuppresseur de ce type. Et après, on a voulu essayer de retrouver ces résultats. Donc, c'est toujours l'importance de ces études de vie réelle. Ça a été mené par le Centre de référence français. Et on voit dans cette étude, pour tous ces patients qui ont reçu donc, du sérum antilymphocytaire de cheval, qu'on appelle en France l'ADGAM, qui est fait par Genzyme, les taux de réponse, on les voit à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Alors, je ne vais pas vous demander de retenir parfaitement tous les chiffres, mais de se rendre compte déjà d'un premier message, c'est qu'on ne trouve pas les mêmes résultats que dans les études prospectives, et c'est souvent le cas. Quand on fait des études de vie réelle, on a des résultats inférieurs parce qu'on a moins sélectionné les malades et parce qu'on a aussi des formes parfois plus sévères. L'autre élément, c'est que ce taux de réponse, il s'améliore avec le temps. Donc, c'est toujours la question de quel est le bon moment pour dire qu'un patient il est réfractaire au traitement. Est-ce qu'on dit vraiment à 3 mois ou est-ce qu'on faut le dire à 6 mois ou à 12 mois? Parce qu'il y a vraiment des patients qui continuent à s'améliorer au-delà de ce délai.
Pour ce qui est des facteurs prédictifs de la réponse, c'est évidemment la sévérité. Un patient qui a une forme très sévère, vous le voyez à droite, il a des taux de réponse qui sont moins bons que celui qui a une forme sévère. Ensuite, c'est l'intervalle diagnostic-traitement. Thierry y a fait référence tout à l'heure. On sait qu'il faut essayer de faire un traitement dans les 3 mois suivant le diagnostic. Donc, ça nécessite de presser un petit peu donc, les étapes diagnostiques, d'exclure les diagnostics de constite avec les éléments simples dont on a parlé, et puis de mettre la pression un petit peu au cytogénéticien pour avoir un cariotype, parce que c'est quand même un élément important du diagnostic positif. L'autre élément, c'est l'âge. On verra après. Un patient qui est plus âgé a des taux de réponse qui sont moins bons. Et puis, il y a des éléments discordants dans la littérature qui suggèrent que quand on a une aplasie médulaire avec un clone HPN, les résultats peuvent être meilleurs. La deuxième étape, ça a été d'améliorer ces résultats du traitement de référence qu'est l'ADGAM et la cyclosporine. Donc, on a vu que ce traitement allait jouer un rôle sur la partie autoréactive du système immunitaire qui est activé. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les choses en ajoutant un agent qui va stimuler la cellule souche hématopoïétique? Donc, on va voir après l'impact de la littérature sur ces agents-là. Un élément important, c'est qu'on y a fait référence tout à l'heure avec les patients qui sont mutés sur l'axe de la thrombopoïèse. Vous connaissez donc le récepteur MPL de la thrombopoïétine qui va entraîner la génération de mégakaryocytes et leur différenciation et la fragmentation pour la production de plaquettes. On a 2 agents médicamenteux qui peuvent stimuler cette voie, ce récepteur MPL. On a d'une part le romiplostine, plus connu sous le nom de Nplate, qui est par voie sous-cutanée, et qui, lui, est un analogue de la TPO qui va agir sur le même site et qui va favoriser la production de mégakaryocytes et de plaquettes. Et on a l'L-thrombopag ou Revolade qui va agir sur un autre site, donc qui n'est pas compétitif avec la thrombopoïétine, et qui va permettre la fabrication de mégakaryocytes, mais d'une moindre mesure, mais surtout la fragmentation pour libérer des plaquettes matures. Et donc, les études sont intéressées à cet agent-là. Alors, je ne vais pas refaire les choses dans le bon sens de l'histoire. D'abord, on a utilisé cet agent dans les formes d'aplasie médulaire réfractaire, mais on va faire d'abord dans le sens de la première ligne thérapeutique. L'autre élément important, c'est qu'on a appris ensuite que cet L-thrombopag avait aussi d'autres effets au-delà de la cellule souche hématopoïétique, pas que sur les mégakaryocytes. Il y a aussi un effet sur l'immunomodulation, il y a un effet aussi sur la tolérance immunitaire et puis sur la déplétion en fait. Donc, pour améliorer le traitement immunosuppresseur, c'est encore une fois le groupe du NIH qui s'est intéressé à différents schémas d'adjonction d'L-thrombopag, d'agonisme du récepteur de la TPO, avec différents schémas séquentiels. Et j'attire votre attention sur le fait que cette étude était randomisée, mais ne s'est jamais comparée au traitement des références qui était sans L-thrombopag. Donc, vous avez la cohorte 1 qui avait rajouté l'L-thrombopag de J14 à M6, la cohorte 2 de J14 à M3, et puis la cohorte 3 de J1 à M6. Donc, vous voyez ici les taux de réponse. On voit que, d'une part, on a des taux de réponse qui sont déjà supérieurs au contrôle historique. C'est des choses intéressantes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que dans les différentes cohortes, on améliore aussi le taux de réponse complète qui est entre parenthèses, que ce soit à 3 mois ou à 6 mois dans toutes les cohortes, ce qui suggère un avantage à utiliser l'L-thrombopag. Évidemment, il fallait faire une étude randomisée, contrôlée contre le bras de référence. Et c'est ce qui a conduit cette large étude académique conduite par le BMT, cette étude RACE qui a été publiée l'année dernière et qui a, chez des patients avec une aplasie médulaire sévère, naïve de tout traitement, environ 200 patients, randomisés en 1 pour 1, a comparé l'adjonction d'L-thrombopag en ouvert versus pas d'adjonction d'L-thrombopag pour une durée minimale de 3 mois à partir de J14 et qui pouvait être poursuivi de 3 mois à 6 mois chez des patients qui n'avaient pas de réponse complète. Donc, vous voyez ici les taux de réponse. À M3, on voit que le taux de réponse global est doublé et le taux de réponse complète est également doublé. Et puis à M6, on voit également une amélioration. Et vous allez me dire, ça ne correspond pas du tout à l'étude du NIH. Pourquoi? C'est parce que les critères de réponse ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut toujours tenir compte des critères d'évaluation de la réponse chez les patients. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on améliore donc de façon contrôlée par rapport au bras de référence la rapidité de réponse. Et on sait que chez nos patients qui sont transfusion dépendants, qui sont parfois très neutropéniques avec des risques infectieux, il y a vraiment un intérêt à avoir une réponse rapide pour améliorer leur pronostic. Donc, vous voyez ici l'incidence d'obtention de la réponse. On voit dans le groupe, dans le bras B, donc c'est le bras avec L-thrombopag, on accélère la réponse.
À ce jour, avec la survie globale à 2 ans, on n'a pas amélioré de façon significative avec l'adjonction d'un thrombopag, mais je pense qu'il faudra avoir des données de suivi plus longues pour voir un éventuel bénéfice sur la survie. Maintenant, se pose la question à qui on propose ce traitement ambitieux, qui est donc le sérum antilymphocytaire, la cyclosporine et l'L-thrombopag. On a vu dans ces études-là, qui étaient des études toutes contrôlées, qu'on avait des âges médians ou moyens qui étaient autour de 32-35 ans pour l'étude sérum antilymphocytaire lapin versus cheval. Dans l'étude non contrôlée mais randomisée du NIH avec l'L-thrombopag, on voyait des patients de plus de 65 ans qui étaient minoritaires, 15 à 20%. Et dans la dernière étude de RACE, des patients qui étaient au-delà de 65 ans, de l'ordre de 20%. Donc, on voit quand même que ces populations de sujets âgés de plus de 65 ans sont minoritaires et ça pose quand même la question de est-ce qu'on peut faire ces traitements-là qui sont lourds, qui sont toxiques. La cyclosporine est toxique sur le rein et le sérum antilymphocytaire induit un risque infectieux qui n'est pas négligeable chez nos patients. Alors, il y a eu cette étude du centre de référence français qui s'est intéressé à l'utilisation du sérum antilymphocytaire chez des patients de plus de 60 ans qui avaient une aplasie médulaire avec indication d'ADGAM. Donc, la plupart étaient des formes sévères et très sévères, 88 patients. Et on a un âge médian de 68 ans. Et vous voyez que le range est beaucoup plus important dans nos études, 60 à 89 ans. La première chose, c'est de voir déjà le taux de réponse selon le traitement. Donc, vous avez la référence qui est ADGAM cyclosporine versus cyclosporine seule, L-thrombopag seul ou les androgènes. Et le premier message à retenir, c'est que quand on peut le faire, ce traitement, il donne les meilleurs taux de réponse. Le deuxième message, c'est qu'on va s'intéresser aux facteurs prédictifs de la mortalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet de prédire la mortalité d'un tel traitement ou d'un traitement de l'aplasie médulaire chez nos patients. C'est d'une part l'âge, qui ressort en multivarié, le score de comorbidité de Charlson, que vous connaissez moins, qui est utilisé notamment dans la leucémie aiguë, mais qui n'est pas utilisé dans la greffe, et qui tient compte du diabète, de la BPCO, des antécédents d'AVC, d'infarctus, de surpoids, etc., etc. Et puis, la forme très sévère. Donc, chez nos patients, il y a vraiment un intérêt à tenir compte de ces éléments, notamment les antécédents cardiovasculaires, d'une insuffisance rénale préexistante, pour faire le choix du traitement. Et si possible, même si un patient est âgé, s'il est en bon état général, qu'il a peu d'antécédents, il faut essayer de faire un traitement idéal qui donne les meilleurs taux de réponse. L'autre élément qui était intéressant dans cette étude, c'est de voir la survenue des complications infectieuses. Donc, chez les sujets âgés, si vous faites le traitement ADGAM cyclo versus les autres, vous faites beaucoup plus d'infections. Donc, il faut être attentif après le traitement pour bien les surveiller, bien les monitorer, qu'ils prennent tous une prophylaxie infectieuse, s'ils sont neutropéniques avec du posaconazole, et ne pas oublier la prophylaxie pneumocystose et zona. Et ensuite, tenir compte aussi du risque cardiovasculaire et du risque hémorragique, même si le risque hémorragique est finalement pas si différent. Et l'autre élément, c'est que chez les patients très âgés, au-delà de 70 ans, ce risque augmente grandement. Vous voyez 88% de complications infectieuses, donc c'est vraiment à prendre en considération, et 50% de complications rénales. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres options? On les a un petit peu esquissées avec cette étude chez le sujet âgé. Donc, il y a les androgènes, les thrombopag et la cyclosporine, et on va les voir dans différentes études qui, pour l'instant, ne sont pas présentes de façon contrôlée et randomisée. Donc, encore une fois, le centre de référence était intéressé à l'utilisation à titre compassionnel de l'L-thrombopag en monothérapie ou en association avec la cyclosporine. On n'a pas de données randomisées à ce stade. Et vous voyez que chez les patients, on obtenait une réponse sur les rouges, sur les plaquettes et sur les blancs, mais finalement, ces réponses sont assez tardives. Les patients mettent 4 à 6 mois en ayant de l'L-thrombopag pour avoir une réponse. On obtient chez un tiers d'entre eux une indépendance transfusionnelle, ce qui est déjà un premier résultat, et une réponse robuste, c'est-à-dire plus de 50 000 plaquettes chez 27% d'entre eux. Donc, c'est des taux de réponse qui sont vraiment largement inférieurs à ce qu'on a observé avec l'ADGAM et la cyclosporine. Ensuite, il y a cette étude qui est une étude prospective, bien faite, mais qui n'est pas contrôlée. C'est une phase 2, c'est l'étude américaine qui s'est intéressée à 54 patients en multicentrique avec une aplasie médulaire sévère, donc en simple bras ouvert, avec de la thrombopag à 150 mg par jour, de la cyclosporine, l'association pendant 6 mois, et puis après, on gardait la cyclosporine seule pendant un total de 24 mois. Et là, on a enfin de données prospectives bien contrôlées de la réponse globale à 6 mois, qui est de l'ordre de 46%, avec, vous le voyez ici, très peu de réponses complètes. Pour rappel, les contrôles historiques ADGAM cyclosporine, la réponse complète, c'est environ 10-12%. Et avec l'L-thrombopag, on montait à 20-22%. Donc, c'est vraiment moins bien. On a également cette étude qui est une étude, encore une fois, non randomisée, mais qui s'intéresse à l'aplasie médulaire modérée
ou alors chez des patients qui ont des cytopénies unilinées avec une moelle osseuse hypocellulaire à la BOM. Donc là, c'est une étude qui a inclus 34 patients. Ces patients-là ont pris de l'L-Thrombopag en commençant à 50 mg par jour. Ils faisaient des paliers de 50 mg toutes les 2 semaines jusqu'à la dose de 300 mg dose totale maximum par jour. L'objectif primaire est l'amélioration hématologique à 4 à 5 mois et on a 50% de réponse, ce qui est un résultat qui est correct, mais on peut probablement faire mieux avec l'ADGAM, comme on le fait des fois chez ces patients qui ont des aplasies médulaires modérées, mais qui sont dépendants des transfusions. Donc, au final, retenez à peu près ces valeurs, c'est que l'association SAL-cyclosporine, donc là, sans L-Thrombopag, c'est environ 70% de réponse. Ça dépend des critères dont on tient compte pour la définition de la réponse. La cyclosporine seule, il y a peu d'études, donc prospectives, c'est environ 30%. L-Thrombopag, 25 à 30%. Les androgènes, je n'ai pas repris les études, c'est des vieilles études. On a des résultats qui sont un petit peu inférieurs. Donc, comment ensuite on va suivre nos patients après ce traitement de première ligne, ceux qui ont un traitement idéal par ADGAM cyclosporine, et maintenant avec ce nouveau schéma de référence qui est la jonction de L-Thrombopag. Donc, on peut commencer à J1 ou à J14 le traitement par L-Thrombopag, ça dépend si vous avez un bilan hépatique perturbé, ça dépend aussi de votre capacité à gérer les patients dans vos lits d'hospice, et vous commencez la cyclosporine d'emblée péros, et vous suivez ensuite la réponse. Donc, une première évaluation de la réponse à M3, une deuxième évaluation de la réponse à M6. Et puis, comment gérer ces traitements-là? En général, on suit un petit peu ce qui avait été fait dans les CRACE. C'est qu'on arrête l'L-Thrombopag à M3 s'il y a une réponse complète, ou à M6 s'il y a une réponse globale, donc au moins robuste si possible à M6. Et le rythme de décroissance de l'L-Thrombopag est bien défini dans le PNDS, avec des paliers mensuels ou bimestriels. Pour la cyclosporine, il faut être beaucoup plus patient. Bien dire aux patients qu'ils vont avoir en général une durée totale de traitement par cyclosporine qui est d'environ 2 ans de façon globale. Ça peut un peu varier, mais c'est globalement ça le message. Et il faut attendre au moins, c'est la recommandation du PNDS, 1 an après la dernière transfusion avant de commencer à baisser la cyclosporine. Et on fait des diminutions lentes. Alors, il y a 2 schémas qui s'opposent. Il y a l'école italienne ou française, c'est des paliers mensuels ou trimestriels. Peu importe, c'est une décroissance lente qu'il faut opérer. Donc, par rapport à ces critères de réponse, ils sont assez simples, si on tient compte des critères du NIH. C'est plus de 10 grammes d'hémoglobine, plus de 1 giga de neutro, plus de 100 gigas par litre de plaquettes, sans transfusion, sans évolution clonale. Et ça, c'est la réponse complète. Encore une fois, vous aurez les diapos, ce n'est pas la peine de prendre des photos. Si vous avez des critères d'aplasie médulaire sévère, vous êtes non-répondeur. Et entre les deux, c'est la réponse partielle. Et bien insister sur le fait qu'il faut être non transfusé dans la réponse partielle. Et il avait été défini des critères un petit peu supplémentaires. C'est la réponse partielle robuste si vous avez des neutros et des rouges corrects et que vous avez plus de 50 000 plaquettes. Donc, c'est des réponses de bonne qualité parce que dans la vie pratique des patients, quand on a 50 000 plaquettes ou plus, on n'a pas le même risque hémorragique au quotidien. On peut faire des sports non violents si on est en forme, on peut faire d'autres activités, mais ça change un peu le quotidien. Donc, l'échec du traitement de première ligne, maintenant, c'est quoi la définition? C'est la persistance des besoins transfusionnels, on l'a vu, c'est les critères d'aplasie médulaire sévère et l'évolution clonale. La question, c'est quand est-ce qu'on l'évalue, cette absence de réponse? Et on a vu que des fois, chez des patients, le temps de réponse pouvait être long. Donc, c'est toujours le débat qu'on a en RCP national. Est-ce qu'à 3 mois, ce n'est pas un peu trop tôt? Est-ce qu'on attend 6 mois ou est-ce qu'on attend plus? Et finalement, ce qui nous aide, c'est l'âge du patient et la présence d'un donneur. Et aussi d'autres facteurs de gravité, c'est-à-dire que avoir un échec mais avec des neutros qui sont montés au-delà de 500 par millimètre cube, ce n'est pas la même chose que celui qui n'a pas reconstitué des neutros, qui a haut risque d'infection. Et enfin, attention à un message, c'est qu'il y a des patients qui ne sont pas en échec, mais qui vont être dépendants de la cyclosporine. C'est 15 à 10 à 20%, et c'est différent d'un échec. Il y a des patients qui peuvent très bien garder à vie de la cyclosporine à petite dose, pas à dose pleine, et ils vont en tirer un bénéfice. Ce n'est pas la peine de chercher à leur arrêter forcément, ni à discuter de greffe de moelle, ça restera toujours moins toxique qu'une greffe de moelle. Alors, pourquoi ces patients ils sont en échec de traitement de première ligne? Parce que parfois, en fait, on avait méconnu un diagnostic d'aplasie médulaire constite. Donc, c'est la place de tout ce qu'on a vu avant avec le diagnostic centralisé des IBMF avec les panels de gènes. Parfois, on peut imaginer, il y a des études qui le suggèrent, un épuisement des cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire que le but, c'est qu'on a voulu arrêter la réponse immunitaire contre la cellule souche, mais s'il ne reste pas de contingent de cellules souches suffisant, ça ne peut pas repartir. Et vous avez cette étude ici où on a regardé l'efficacité du traitement, d'un retraitement par traitement immunosuppresseur, donc avec ADGAM chez des patients, selon la réponse au traitement initial.
Et ceux qui avaient bien répondu, mais avec un long intervalle, si on leur réapplique un traitement de deuxième ligne par sérum anti-lymphocytaire, ils vont répondre, ce qui n'est pas le cas de ceux qui étaient réfractaires. Probablement parce qu'ils avaient bien détruit toutes leurs cellules souches hématopoïétiques. Ensuite, il peut y avoir une évolution clonale, ce qui fait qu'ils ne répondront pas au traitement immunosuppresseur. Et puis, il y a une théorie comme quoi ils pourraient avoir reçu un traitement immunosuppresseur qui est insuffisant, mais c'est plus la théorie que des choses qui ont été bien démontrées. Alors maintenant, quelles sont les options? Encore une fois, je ne vais pas parler de greffe de moelle, ça sera traité par Flore. Mais en théorie, on a toutes ces cartouches thérapeutiques. Le deuxième traitement par sérum anti-lymphocytaire, on va en voir les résultats. Les agents stimulants de l'hématopoïèse, l'allogreffe, et puis les essais thérapeutiques, parce qu'en comprenant mieux la physiopathologie de la plasie médulaire, sont développés des nouveaux agents, notamment, je les aborde juste maintenant parce que je n'ai pas proposé de slide là-dessus, mais on a vu qu'il y avait un défaut de tolérance avec des Treg qui étaient déficients. Et il y a tout un tas de stratégies pour promouvoir l'expansion des Treg, pour arriver à avoir un rôle immunosuppresseur sur les clones T autoréactifs. Et donc, comment on choisit? On s'intéresse à ce qu'il y a un risque d'évolution clonale, quel est l'âge du patient et ses comorbidités, est-ce qu'il a un donneur HLA identique, et puis aussi est-ce qu'il est immunisé HLA, ce qui rend parfois problématique les transfusions de plaquettes. Donc, la deuxième ligne de traitement avec un traitement immunosuppresseur, il y a des études plutôt rétrospectives avec des séquences, des cyclages différents, c'est-à-dire qu'on peut avoir reçu du sérum de lapin après avoir reçu du sérum de cheval, on peut avoir reçu du sérum de cheval après avoir reçu du sérum de lapin, et on peut avoir reçu 2 fois du sérum de lapin. Et vous voyez que les taux de réponse sont assez variables. Globalement, on a 30% de réponse globale. Alors effectivement, quand on regarde les répondeurs, on a 60%, mais ce n'est pas la bonne façon de voir les choses, avec des survies qui sont altérées quand même à 3 ans, des survies globales, et le taux de réponse complète est souvent moindre. L'autre stratégie, donc la stratégie qui s'est faite dans le sens de l'histoire, c'est la première utilisation de L-thrombopag, puisque c'est fait d'abord chez des patients réfractaires. C'était une première étude dans le New England de 25 patients qui étaient réfractaires pour une aplasie médulaire sévère traitée par ADGAM et qui avaient des plaquettes à moins de 30 gigas. Et vous voyez qu'ils avaient reçu en médiane 2 lignes de traitement préalable. Et vous voyez ici que beaucoup de patients en tiraient bénéfice avec une augmentation du taux de plaquettes, d'hémoglobine et parfois aussi donc, de neutrophils parce que L-thrombopag n'agit pas que sur l'axe mégacariocytaire. Et vous voyez cet exemple toujours démonstratif. Dans les journaux, on montre toujours les meilleures images. Ce n'est pas le cas de tous les patients, mais ces patients qui avaient une réévaluation de la moelle, on craignait par rapport aux études connues des analogues de la TPO, notamment le romiplostim, qu'il pouvait y avoir un excès de fibrose. Donc, on voulait surveiller la fibrose réticulinique dans la BOM. Et donc, on a un contrôle qui montre bien qu'on améliore la cellularité au niveau de la BOM, ce qui est une image assez séduisante. Alors maintenant, en deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de L-thrombopag seul. Donc, on a ces données de vie réelle. Ça reprend encore une fois l'étude française où on peut l'associer à la cyclosporine en deuxième ligne. Et là, c'était intéressant. Donc, dans cette étude, il y avait la cohorte A où c'était finalement des patients presque naïfs de traitement ou à des stades très précoces de la maladie, qui étaient plus âgés et très peu avaient une association avec la cyclosporine. Et dans la cohorte B, ce sont des patients qui étaient plus âgés et qui avaient déjà reçu 1 ou 2 lignes de traitement préalable. Et ce qui est intéressant, c'est que la moitié d'entre eux avaient reçu une association L-thrombopag cyclosporine pour une deuxième ligne. Pardon. Dans cette étude, on retrouve quand même un bon taux de transfusion indépendance lors de la moitié des patients. Et si on regarde le taux de réponse global, la cohorte B, on retrouve des taux de réponse globale qui sont intéressants, 74%, ce qui est quand même assez intéressant chez des patients notamment âgés. Ensuite, on a donc le romiplostim, qui est un analogue de la TPO, qui a été utilisé dans cette étude non contrôlée, non prospective. 10 patients qui étaient réfractaires à l'EPAG, L-thrombopag. On a des taux de réponse globale de 70%, un effectif qui est quand même très petit pour tirer des conclusions, mais parfois ça peut rendre service chez ces patients chez qui on est démunis, et un seul patient qui avait une réponse complète. Finalement, qu'est-ce qu'on a au-delà de la deuxième ligne, en dehors de la greffe, encore une fois, qui sera abordée par Flore? On a différentes stratégies qui sont intéressées donc, à des traitements immunosuppresseurs comme le Campat, qui est un anticorps monoclonal anti-CD52, qui est un puissant dépléteur des lymphocytes T. Il y a des taux de réponse qui sont de l'ordre de 37%, en association avec la cyclosporine. Des meilleurs taux dans cette étude des Italiens, à 58%, avec un effectif encore petit. Les cellules souches mésenchymateuses pour avoir une stratégie d'immunomodulation au niveau du stroma médulaire, ou alors les androgènes. Et finalement, comme disait mon ancien patron, dans les études
au-delà de deuxième, troisième ligne, tous les essais, c'est toujours 30% de réponse globale, donc ce n'est jamais des résultats fantastiques. Pour finir, je voulais parler un petit peu des soins de support et des complications. Ce qu'on a vu, c'est que les études randomisées avec le traitement immunosuppresseur montrent un risque de complications infectieuses qui est équivalent entre les deux bras, qu'on fasse cheval versus lapin ou Adgam cyclo plus ou moins thrombopag, on a souvent des taux d'infection qui sont équivalents. En fait, les meilleurs facteurs prédictifs du risque infectieux, ce sont l'âge, les taux de PNN, donc avec un seuil à 0,2 giga par litre, l'utilisation de GCSF, on va le voir après, et puis le recours aux azolés. Depuis qu'on a le posaconazole, donc les triazolés, ça a vraiment amélioré la qualité de vie des patients et le risque infectieux. Dans cette étude, encore une fois, je réinsiste dessus, mais vous voyez que le taux d'infection avec Adgam cyclo chez les patients âgés, c'est 72%. Et si on monte chez les patients très âgés, c'est 88% d'infection. Donc, c'est quand même des complications notables et c'était majoritairement des infections bactériennes et fongiques. Cette étude, elle est intéressante, elle mériterait d'être faite à l'heure actuelle. Elle s'est intéressée à la survie globale des patients à 3 périodes d'études différentes, c'est rétrospectif. Donc, c'est de mémoire 88-96 pour le groupe 1, 1996-2002 pour le groupe 2 et 2002-2008 pour le groupe 3. Et qu'est-ce qu'on montre? C'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on a amélioré la survie des patients. Et c'est probablement parce qu'on a fait des progrès sur le plan infectieux avec les soins de support. Et on le voit bien en multivarié, ce qui est important pour le risque et la mortalité chez ces patients-là dans la première année, c'est d'une part le taux de neutrophile qui ressort en multivarié. Vous voyez un autre ratio qui est de 13. Et puis l'âge, à chaque fois qu'on augmente l'âge des patients, on meurt un peu plus, notamment d'infection. Et enfin, ils avaient montré aussi un bénéfice significatif de l'adjonction des triazolés comme le voriconazole dans le traitement des infections fongiques qui a amélioré le pronostic. Encore une fois, sur les soins de support, il y a la question où on pourrait se demander est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser du GCSF chez nos patients. On a vu l'intérêt de l'agonisme du récepteur de la TPO. Et en fait, une vieille étude randomisée qui, chez des patients avec une aplasie médulaire sévère qui devaient recevoir Adgam cyclo, l'adjonction du GCSF. Donc, ils recevaient du GCSF de J8 jusqu'à J240 et l'arrêtaient avant s'ils obtenaient une rémission complète. Et finalement, la conclusion de l'étude, elle est assez simple, c'est que la survie globale ne change pas, la survie sans événement ne change pas, les taux de réponse globale et de rémission complète ne changent pas, mais qu'est-ce que ça change? C'est qu'il y a moins d'infections avec le GCSF, la durée d'hospitalisation est moins fréquente, et moins longue, pardon, et il n'y a pas de surrisque d'évolution clonale, c'est aussi un message qui était intéressant. Et finalement, quel est un petit peu le consensus chez nos patients, c'est que ça peut être une stratégie pour gérer un peu nos lits, et par contre, il faut recommander le GCSF chez des patients qui ont une infection sévère, et à ce moment-là, on n'utilise pas à titre préventif, mais à titre curatif. Dans les derniers messages que je voulais passer, c'est que les patients qui ont reçu de l'Adgam doivent avoir des produits sanguins irradiés. Il n'y a pas d'études contrôlées pour faire ça, mais on sait que les patients qui ont reçu du sérum anti-lymphocytaire ont une lymphopénie T importante et que les produits sanguins non irradiés peuvent véhiculer des lymphocytes T qui peuvent donner de la GVH. Donc, il y a quand même un consensus européen pour faire ça, pour une durée qui n'est pas consensuelle, qui est d'environ 6 à 12 mois après l'Adgam. La chélation du fer est un énorme problème chez nos patients polytransfusés. Je ne vais pas rentrer dans le débat des drogues, mais il faut monitorer la ferritine et ne pas hésiter à mettre en place des traitements dont le choix va reposer en fait sur leur profil. Est-ce qu'ils ont une créatinine correcte? Est-ce qu'ils ont d'autres complications? Ou alors, si on n'est pas pressé et qu'ils ont une réponse complète assez rapide, on peut même se poser la question des saignées qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, finalement, vous avez ces recommandations françaises qui émanent dans PNDS, qui vont reprendre tous les éléments. Flore va détailler la partie greffe de moelle et vous verrez aussi cet après-midi la place de la greffe de moelle chez les patients pédiatriques. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du diagnostic précis, SND à moelle pauvre versus aplasie médulaire acquise versus constite. Le traitement de référence maintenant, c'est la triplette, si je peux dire, Adgam, cyclo et PAG. Chez les patients qui ont moins de 40 ans sans donneur HLA compatible, et je mets de côté les moins de 20 ans, qui serait une autre problématique, et chez les patients de plus de 40 ans. Les soins de support sont très importants, c'est eux qui contribuent à l'amélioration de la survie. Et il y a tout intérêt à comprendre que c'est une maladie rare et que parfois, il faut s'appuyer sur les centres de référence, centres de compétences pour avoir une aide diagnostique et thérapeutique dans le choix des malades, notamment chez les sujets âgés. Des fois, c'est des discussions un petit peu difficiles, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les centres qui en traitent le plus. Et enfin, tout l'intérêt de l'innovation thérapeutique est basé sur la recherche translationnelle. Et donc, encore une fois, vous avez peut-être vu dans vos services qu'on essaie d'inclure ces patients dans la cohorte RIM,
qui est une cohorte clinico-biologique qui nous permet d'avoir du matériel et qui est disponible à tous les centres dès lors que vous proposez un projet de recherche. Vous avez ici 2 éléments de lecture pour vos nuits. Le PNDS est conséquent, mais très complet. C'est une vraie Bible, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il est en accès libre sur Internet. Et je vous remercie pour votre attention. Moi, je vais faire... Non, je vais faire juste un... C'est l'autre. Ah. Je vais faire juste un commentaire. Cyclohexjade, attention. La tolérance rénale, c'est un médicament qui est très facile à utiliser, mais sauf quand vous avez de la cyclosporine associée, où là, c'est souvent la cata. C'est pas bon. Je pense qu'on peut dire que quand il y a une évolution clonale, en fait, on est trop sur le problème de l'agression immunologique. Le traitement immunosuppresseur va être moins actif et on n'est plus dans le registre d'un quelque chose qui bouge vers la myélodysplasie. Donc, ça explique en grande partie chez ces patients-là un échec. Et on a vu des patients qui avaient peut-être une anomalie cytogénétique cryptique qu'on n'avait pas au diagnostic. Et en fait, on la met en évidence parce qu'il ne reste plus beaucoup de cellules et on garde des cellules malades. Et quand on fait l'évaluation à 6 mois, on retrouve une anomalie cytogénétique qui apparaît plus fréquente en fléchement, en cytogénétique conventionnelle. Et on comprend parce que c'est plus vraiment le problème immunologique qui agresse la CSH, mais c'est une CSH qui n'est pas fonctionnelle. Après, il y a des évolutions clonales qui ne sont pas de mauvais pronostics, trisomie 8, qui ne sont pas forcément associées à une perte de réponse. Hein. On voit des... Ouais, c'est ça. Delta-SQ, il y en a qui ne sont pas forcément de mauvais pronostics. C'est plus discuté, voilà, Delta-SQ, mais voilà, toute évolution clonale ne veut pas dire SMD dans cette maladie. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a des anomalies cytogénétiques qui sont compatibles avec le diagnostic d'aplasie médulaire, alors que certaines, notamment la monosomie 7, ne l'est pas, sauf quand vous avez moins de 1 an. Non, j'exagère. Merci. Merci.